Enseignement numéro 1, rencontrez Monsieur le marché. Imaginez que vous êtes propriétaire d'une partie d'une entreprise que vous avez payée 1 000 €. Tous les jours, une personne bipolaire appelée Monsieur le marché vient chez vous avec une opinion sur la valeur de votre part de l'entreprise. De plus, il vous propose d'acheter votre part ou de vous en vendre une supplémentaire sur cette base. L'histoire a montré que l'opinion de Monsieur le marché sur la valeur de votre part de l'entreprise peut être un pur charabia. Par exemple, en mars 2000, il a estimé la valeur de votre part à 2 600 €. Seulement un an plus tard, en mars 2001, il pensait qu'elle valait 500 €. Même si les revenus de la société ont augmenté de 50% et le bénéfice de 20% au cours de la même période. Devriez-vous laisser cet homme décider de la valeur de votre participation de 1 000 € dans cette entreprise? Bien sûr que non. L'un des principes fondamentaux de Graham est qu'une action n'est pas seulement un symbole de téléscripteur associé à une étiquette de prix, c'est une participation dans une entreprise. Et comme Monsieur le marché n'est pas toujours rationnel, la valeur sous-jacente de l'entreprise peut différer du prix qu'il est prêt à payer pour celle-ci. En fait, elle est souvent surévaluée ou sous-évaluée, car Monsieur le marché devient facilement trop optimiste ou au contraire trop pessimiste. Graham vous conseille d'investir uniquement si vous vous sentez à l'aise de conserver les actions à l'avenir sans voir les fluctuations de prix que Monsieur le marché vous présente. Mais pour l'investisseur qui sait garder la tête froide, Monsieur le marché offre une grande possibilité de gagner de l'argent, car il ne vous oblige pas à conclure un accord avec lui, il vous en donne simplement l'occasion. Vous devriez être heureux de lui vendre lorsqu'il offre des prix ridicules, et de même, vous devriez être heureux d'acheter lorsqu'il vous présente des aubaines. Il faut savoir qu'à l'époque où Graham a écrit ce livre, les gens étaient beaucoup moins bombardés de nouvelles, de prévisions, de cotations boursières, etc. qu'aujourd'hui. Dans les années 1970, Monsieur le marché arrivait peut-être une fois par jour, en même temps que le journal du matin. Aujourd'hui, il veut faire des affaires avec nous chaque fois que nous ouvrons notre téléphone, ce qui, si vous êtes comme moi, est plus de 100 fois par jour. Ce n'est pas parce que Monsieur le marché vous rend visite plus souvent que vous devez commercer avec lui plus fréquemment que dans les années 1970. S'il ne vous présente pas une offre qui répond à vos critères, ignorez-le et continuez votre journée. Deuxième point à retenir, comment investir en tant qu'investisseur défensif. Selon Graham, il existe 2 types d'investisseurs, l'investisseur défensif ou passif et l'investisseur entreprenant ou actif. La plupart des gens sont mieux adaptés à la stratégie défensive, car le temps qu'ils sont prêts à consacrer à l'investissement est limité. L'investisseur défensif doit créer un portefeuille composé d'un mélange d'obligations et d'actions, disons 50% d'actions et 50% d'obligations. Notez que la part que vous devez consacrer à chaque catégorie d'actifs dépend de votre situation personnelle et de la différence actuelle entre le rendement moyen des actions et celui des obligations. Rétablissez cette répartition 1 ou 2 fois par an, de sorte que si les actions représentent soudainement 60% du portefeuille contre seulement 40% pour les obligations, vendez des actions et achetez des obligations jusqu'à ce que le rapport 50-50 soit rétabli. Investissez un montant fixe de capital à intervalles réguliers, par exemple juste après avoir reçu votre salaire. C'est ce qu'on appelle la moyenne des coûts en dollars, et cela permettra d'obtenir un prix moyen équitable des actions et des obligations. Surtout, cela vous permettra de ne pas concentrer vos achats au mauvais moment. Pour la composante action du portefeuille, l'investisseur défensif doit viser les 8 objectifs suivants. 1. Diversification des entreprises dans lesquelles il investit. 10 à 30 entreprises devraient suffire. Veillez également à ne pas être surexposé à un seul secteur. 2. Les entreprises doivent être importantes, ce que Graham définit comme générant plus de 100 millions de dollars de ventes annuelles. Après inflation, cela équivaut approximativement à 700 millions de dollars en valeur actuelle. 3. Recherchez des sociétés dont le financement est prudent. Une telle entreprise a un ratio courant d'au moins 200%. Cela signifie que ses actifs courants sont au moins 2 fois plus importants que ses passifs courants. 4. Des dividendes doivent avoir été versés aux actionnaires au cours des 20 dernières années au moins. 5. Aucun déficit bénéficiaire au cours des 10 dernières années. 6. Croissance d'au moins 33% des bénéfices au cours des 10 dernières années. Cela se traduit par une croissance prudente de 2,9% par an. 7. Ne pas surpayer les actifs. Le prix de l'action ne doit pas être supérieur à 1,5 fois sa valeur nette d'inventaire. La valeur de l'actif net peut être calculée en soustrayant le passif de la société de son actif. 8. Ne surpayez pas les bénéfices non plus. Ne laissez pas le ratio cours-bénéfice, PE, être supérieur à 15 en utilisant les bénéfices des 12 derniers mois. Une alternative aujourd'hui est d'investir dans un fonds indiciel, qui par définition aura des rendements similaires à la moyenne du marché. Si vous vous contentez d'un rendement moyen grâce à vos investissements, il vous suffit de ces 2 premiers points à retenir. Toutefois, si vous avez soif de plus, vous devrez également considérer... 3e point à retenir, comment investir en tant qu'investisseur entreprenant. Comme il est si facile pour l'investisseur défensif d'obtenir le rendement moyen du marché, il semblerait simple de battre le marché. Il suffit de consacrer un peu plus de temps à l'investissement que ces investisseurs moyens, n'est-ce pas?
Être un investisseur entreprenant et battre le marché est beaucoup plus exigeant qu'une telle logique ne le suggère. Il faut de la patience, de la discipline, une soif d'apprendre et beaucoup de temps. De nombreux professionnels et investisseurs privés ne sont pas faits pour cela. Il est plus facile que l'on ne pourrait l'imaginer d'être victime des cotations de Monsieur le Marché. Il suffit d'écouter ces deux déclarations faites au début des années 2000, au sommet de la bulle Internet, par le responsable de la stratégie d'investissement de deux grands fonds communs de placement. C'est un nouvel ordre mondial. Nous voyons des gens se débarrasser de toutes les bonnes entreprises, avec toutes les bonnes personnes, avec les bonnes visions, parce que le prix de leur action est trop élevé. C'est la pire erreur qu'un investisseur puisse faire. Le marché boursier est-il plus risqué aujourd'hui qu'il y a 2 ans simplement parce que les cours sont plus élevés? La réponse est non. Mais la réponse est oui, oui, oui. Bien sûr, ces deux affirmations se sont révélées coûteuses pour les investisseurs qui ont placé leur argent dans ces fonds. Puisque les bénéfices que les entreprises peuvent réaliser sont finis, le prix que l'investisseur intelligent devrait être prêt à payer pour ces entreprises doit également être fini. Le prix est vraiment un facteur important pour l'investisseur entreprenant, tout comme le marché a tendance à surévaluer les entreprises qui ont connu une croissance rapide ou qui sont prestigieuses pour une autre raison, il a tendance à sous-évaluer celles dont le développement n'est pas satisfaisant. L'investisseur intelligent doit donc essayer d'éviter autant que possible les actions dites de croissance. Pourquoi ? Tout simplement parce que la décision d'investissement repose relativement plus sur les bénéfices futurs et que ces derniers sont moins fiables que les valorisations actuelles. En revanche, si vous trouvez une entreprise dont la valeur est inférieure à son fonds de roulement net, vous ne payez pratiquement rien pour tous les actifs fixes, tels que les bâtiments, les machines, le fonds de commerce, etc. Le fonds de roulement net peut être calculé en soustrayant le passif total de l'actif à court terme. De telles entreprises se sont avérées vraiment rentables durant la carrière d'investisseur de Graham. Malheureusement, elles sont rares aujourd'hui, sauf pendant les marchés baissiers difficiles. Heureusement, Graham suggère une méthode supplémentaire pour trouver des investissements pour l'investisseur entreprenant. Ces critères sont similaires à ceux que les investisseurs défensifs devraient utiliser, mais les contraintes sont plus souples, ce qui permet à l'investisseur entreprenant de prendre en compte davantage de sociétés. Notez qu'il n'y a aucune contrainte concernant la taille de l'entreprise. De même, une certaine diversification doit être appliquée, mais le nombre de sociétés détenues n'est pas gravé dans la pierre pour l'investisseur actif. Lors de l'analyse d'une entreprise, l'investisseur entreprenant doit également étudier ses rapports financiers annuels. Graham a écrit un livre entier sur ce sujet intitulé The Interpretation of Financial Statements, l'interprétation des états financiers. Nous devrions donc en parler davantage à une autre occasion. Enseignement numéro 4. Insister sur une marge de sécurité. Il y a un risque qu'aucune réflexion approfondie ne peut vraiment éliminer. Le risque de se tromper. Vous pouvez toutefois minimiser ce risque. Pour ce faire, vous devez insister pour que chaque investissement que vous faites comporte une marge de sécurité. Comme indiqué précédemment, le prix et la valeur d'une entreprise ne sont pas toujours identiques. Lorsque le prix est au plus égal aux 2/3 de sa valeur calculée, l'investisseur a trouvé une entreprise avec une marge de sécurité suffisante. Vous ne construiriez pas un bateau qui coule si 31 Vikings montent à bord, si vous savez qu'il servira régulièrement à transporter 30 d'entre eux. Vous ne devriez pas non plus investir dans des actions qui, selon vous, valent, disons, 31 $ si leur cours actuel est de 30 $. Il se peut que votre calcul soit erroné. Dans le premier cas, un groupe de Vikings en colère et mouillés pourrait vous pourchasser. Dans le second, vous pourriez retarder votre liberté financière de quelques années. Je ne sais pas quelle situation serait la pire à mes yeux. Utilisez des marges de sécurité. Une formule utilisée dans le livre peut vous donner une idée de la valeur d'une entreprise et, par conséquent, de la possibilité de l'acheter avec une marge de sécurité. Valeur égale bénéfices actuels normaux fois 8,5 plus 2 fois taux de croissance annuel attendu. Le taux de croissance doit être égal au taux de croissance annuel attendu des bénéfices pour les 7 à 10 prochaines années. Voici combien valent les 3 plus grandes entreprises du S&P 500 selon la formule en septembre 2018. Notez que nous pouvons utiliser la formule à rebours également, pour retracer combien ces entreprises doivent croître dans les 7 à 10 prochaines années pour que les prix des actions d'aujourd'hui soient rationnels. L'écart est énorme. Amazon devrait connaître une croissance de 74% par an selon le cours de son action, tandis qu'Apple ne devrait connaître qu'une croissance de 5,8%. Pensez-vous que cela soit raisonnable ? 5e point à retenir, le risque et la récompense ne sont pas toujours corrélés. Selon la théorie académique, le taux de rendement qu'un investisseur peut espérer doit être proportionnel au degré de risque qu'il est prêt à accepter. Le risque est alors mesuré en fonction de la volatilité des rendements de l'investissement, c'est-à-dire de l'écart historique par rapport à la valeur attendue. Graham n'est pas d'accord avec cette affirmation. Il soutient plutôt que le prix et la valeur des actifs sont souvent déconnectés. Par conséquent, le rendement qu'un investisseur peut espérer est fonction du temps et des efforts qu'il consacre à la recherche d'actifs à bon marché. Le rendement minimal revient à l'investisseur défensif ou passif, tandis que le rendement maximal revient à l'investisseur entreprenant qui fait preuve d'un maximum d'intelligence et de compétences. Considérez ceci, il est 4 heures du matin et vous êtes sorti boire dans les rues de Moscou avec vos amis.
Vous décidez qu'il est trop tôt pour vous coucher et vous vous retrouvez donc dans les quartiers les plus obscurs de la ville. Dans un bar particulièrement ambigu, vous êtes abordé par un homme qui vous demande « Tu veux jouer à un jeu ?»« Bien sûr, les jeux sont amusants », répond votre ami le plus courageux et le moins sobre. L'homme pose devant vous un revolver qui est chargé d'une seule balle. « Je te donne 10 000 $ si tu oses tenter ta chance à la roulette russe. » Votre ami ivre tend la main vers l'arme, mais vous l'arrêtez. « Je pense qu'on va passer notre tour, » lui dites-vous poliment. « C'est ce que je pensais, » répond-il. « Que diriez-vous de 100 000 € pour 2 tirs ?» Cette histoire représente la manière académique d'exiger une récompense potentielle plus élevée pour prendre un risque plus important. Dans la première offre, vous receviez 10 000 € avec un risque de 16,7% de vous faire sauter la cervelle. Dans la deuxième offre, la récompense est de 100 000 € parce que le risque de vous faire un trou dans la tête est passé à 33,3%. Cela semble logique, n'est-ce pas? Mais l'investissement en bourse ne doit pas forcément être comme ça. N'oubliez pas que le prix et la valeur ne sont pas identiques. Lorsque vous achetez une entreprise à 60 cents par dollar, vous avez un grand potentiel de récompense et un faible risque. De plus, si vous pouvez trouver une autre société que vous pouvez acheter à 40 cents par dollar, vous avez trouvé une meilleure récompense potentielle combinée à un risque encore plus faible. Comment une personne saine d'esprit pourrait-elle soutenir qu'il est plus risqué d'acheter $1 au prix de 40 cents que d'acheter $1 à 60 cents, simplement parce que la récompense potentielle est plus élevée? Récapitulons rapidement les 5 points à retenir. Premièrement, le marché a tendance à être trop optimiste et trop pessimiste de temps en temps. Ne laissez pas cela influencer ce que vous pensez être la véritable valeur de vos actifs. Considérez plutôt cela comme une opportunité commerciale où vous avez affaire à une personne qui n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Deuxièmement, l'investisseur défensif devrait opter pour un portefeuille diversifié d'actions et d'obligations, dans lequel la catégorie des actions se compose principalement d'émissions à bas prix. Troisièmement, l'investisseur entreprenant devrait également viser les actions qui présentent une tendance à la baisse des prix. S'il peut trouver une société dont le cours est inférieur à son fonds de roulement net, il pourrait avoir trouvé son Eldorado. Le quatrième point à retenir est que l'investisseur intelligent doit insister sur une marge de sécurité lors de l'acquisition d'un actif. Et enfin, le cinquième enseignement est que le risque et la récompense ne sont pas nécessairement corrélés. Que pensez-vous des conseils de Graham? Sont-ils toujours aussi applicables aujourd'hui qu'ils l'étaient dans les années 1970? Partagez vos réflexions avec les autres téléspectateurs dans les commentaires ci-dessous. À présent, vous pouvez obtenir gratuitement notre nouveau guide des 5 étapes pour fixer et atteindre votre objectif le plus ambitieux à 100% coup sûr en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.